Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast qui vous présente les initiatives des entrepreneurs et intrapreneurs du changement dans le monde entier. Je m'appelle Antoine Grégo et lors de chaque épisode, nous partirons à la découverte de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien pour aider la planète et la société à aller dans le bon sens. Ils nous partageront ce qui les motive et nous dévoileront leurs secrets ainsi que leurs conseils pour se lancer, en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Avant de vous parler de mon invité du jour, j'ai un service à vous demander. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait génial et ça me toucherait réellement si vous pouviez laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est long à faire, que c'est souvent fastidieux, mais c'est ce qui permet au podcast d'être visible du plus grand nombre et ainsi d'être toujours plus nombreux à devenir acteurs du changement positif. Si vous souhaitez également recevoir la newsletter Demain est durable, le lien est dans la description. Je reçois donc aujourd'hui Julien Bonnard, ingénieur système au sein d'Energy Observer. C'est un bateau qui a vocation à montrer au monde, alors c'est un peu prétentieux, mais à montrer à tous les gens qu'on va croiser en tout cas, qu'on peut naviguer avec autre chose que du pétrole. On peut faire le tour du globe sans polluer. L'hydrogène, c'est juste la façon de le produire. À l'heure actuelle, t'as deux grands trucs. T'as les pétroliers qui vont le faire plutôt en gris parce qu'ils ont déjà les forages et que c'est intéressant pour eux. Et tu vas avoir l'électrolyse de l'eau qui peut être fait, donc il faut beaucoup d'énergie à la base pour faire cette électrolyse, mais tu peux la prendre avec un peu de solaire. Tu peux la prendre avec de l'éolien, tu peux la prendre avec plein de systèmes alternatifs, des barrages, ce que tu veux. Donc ça te permet derrière de faire de l'hydrogène et sans vraiment polluer, quoi. La mission d'Energy Observer est énorme. Être une preuve concrète que l'on peut changer le transport maritime à moyen terme. Dans le cadre du tour du monde que je réalise depuis quelques mois, j'ai eu la chance de me trouver sur la même île que ce bateau hors norme. Je ne pouvais donc pas passer à côté de cette occasion rêvée. C'est un épisode un peu particulier, comme vous pouvez l'imaginer, car il a été tourné sur un bateau. Donc désolé déjà d'avance pour les bruits de vagues en fond, et autant vous dire que j'ai dû faire abstraction de mon léger mal de mer. Je vous conseille de fermer les yeux, c'est comme si vous y étiez. J'ai pris une vraie claque sur le bateau. Réaliser autant avec simplement du renouvelable est extrêmement prometteur et permet d'être très optimiste sur le futur. Je vous laisse découvrir l'épisode. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, je reçois Julien Bonnard. Julien Bonnard qui est ingénieur au sein de Energy Observer. Salut Julien, comment ça va? Salut, bah écoute, tout va bien. On est au Galapagos, après une petite navigation de début d'année, qui a été plutôt intéressante. Et on a découvert un lieu qui est juste magnifique, hein. On est bien d'accord, un lieu incroyable et j'ai la chance du coup de me tenir devant toi sur ce magnifique bateau Energy Observer. Donc si vous entendez des bruits des vagues, c'est normal, c'est du direct. Donc Julien qui m'a fait l'honneur de m'accueillir sur ce bateau et de pouvoir du coup discuter un peu plus d'Energy Observer, de lui aussi plus particulièrement, de son rôle d'ingénieur ici et de son parcours avant d'arriver ici sur ce bateau. Je vais commencer l'épisode par une question qui est un peu classique, on va dire, chez Demain est durable. Qui est Julien? Alors, je m'appelle Bonnard Julien, je suis grenoblois depuis une bonne quinzaine d'années, mais bon, depuis 5 ans, je suis un petit peu globe-trotter. Donc ça, avec le projet Energy Observer, ça m'a permis de partir à la découverte de la planète, découvrir ses côtés magnifiques comme les Galapagos où la faune elle est préservée, on a une flore magnifique. Mais ça m'a aussi permis de faire un constat à travers les différents pays qu'on a croisés. De l'état de la mer, de l'état des continents, d'aborder justement ce voyage de façon écologique. C'est un sujet qui a toute son importance depuis une bonne dizaine d'années, qui devient même un sujet phare. Donc moi, c'est ma façon d'y participer, c'est de participer à l'élaboration d'un bateau qui est non polluant, qui n'a pas de rejet, que ça soit gaz à effet de serre ou tout ce qui est pétrole, gasoil. Donc la particularité d'Energy Observer, c'est qu'on navigue au renouvelable. On a plusieurs éléments qui sont à notre disposition. Donc, du coup, le bateau est équipé de panneaux solaires. On a des batteries, on a des prototypes de voiles qui sont assez fantastiques, qui ont été développés il y a 1 an et demi. Et on va avoir aussi une pile à combustible. Ok. Donc si tu veux, on viendra sur ces sujets-là un peu plus techniques juste après, Ah oui. Pour ensuite aller
comprendre un peu plus d'où tu viens toi. Donc, t'es grenoblois, comme tu le disais, de cette belle ville de Grenoble. Du coup, dans les montagnes, qui n'est pas du tout liée à la partie marine, j'imagine. Alors oui, tu te retrouves avec pas mal de montagnards qui sont marins et l'inverse aussi. Alors au début, je trouvais ça un petit peu particulier. Ça s'explique en fait. C'est de deux milieux où tu as beaucoup d'espace, où t'es au milieu de la nature. Tu te retrouves aussi isolé, qui sont des fois très très beaux, mais aussi des fois très durs. Tu peux te retrouver dans des tempêtes en bateau qui c'est pas évident à vivre. En montagne, ça peut être la même chose. Tu peux avoir des basculements de passer du tout plat à une mer déchaînée très rapidement. Moi, c'est le constat que j'en ai fait en fait. J'ai croisé pas mal de montagnards marins, ou l'inverse, à ma grande surprise. Avant d'arriver du coup sur Energy Observer, quelle étude t'as fait? Alors, avant d'arriver sur le bateau, moi je suis donc plutôt typé industrie. J'ai fait des études dans tout ce qui est développement de machines spéciales, donc ce qui permet de créer des robots, de faire des lignes de production. J'ai aussi gravité pas mal dans le nucléaire, donc la maintenance des centrales, le démantèlement d'anciens réacteurs de recherche. J'ai travaillé pour de l'industrie, pour Rolls-Royce, j'ai fait pas mal de sociétés, et ensuite j'ai atterri au CEA à Grenoble, qui est un centre de recherche du commissariat à l'énergie atomique et alternative depuis peu, dont la principale mission, donc c'est un centre de recherche français, public, est de développer des technologies pour les entreprises françaises, donc ce qui a permis à ce projet-là d'installer ce qu'on a à bord. Donc le projet Energy Observer, c'est parti de Victorien Russard, qui est un coureur au large, qui s'est retrouvé un jour avec plus d'énergie à bord, son moteur diesel marchait plus, donc il avait plus rien pour plus de radar, plus d'instrumentation de bord, plus de radio. Et il s'est dit, c'est quand même franchement dommage d'être sur un bateau avec du soleil, du vent, plein d'éléments que je pourrais me servir pour faire fonctionner mon bateau. Donc suite à ça, il a lancé ce projet-là. Donc l'idée, c'était de naviguer autrement, c'était de naviguer avec du renouvelable. À savoir que le maritime, c'est 80% du fret mondial, donc ça représente un transfert qui est énorme. Il me semble que dans ces 80%, tu dois avoir au moins 20% de transport uniquement de pétrole. Donc déjà, si tu trouves des moyens de fonctionner avec autre chose que le pétrole, t'enlèves 20% de ce fret-là. Et juste ça, déjà, c'est génial. Moi, j'étais persuadé que les océans, t'avais quand même plein d'endroits où il n'y avait pas grand monde. Quand tu prends une carte de tous les bateaux que tu retrouves sur le globe, en fait, c'est juste monstrueux. J'ai découvert ça au fil du temps. Il y a peu d'endroits où tu te retrouves tout seul, en fait. Donc le départ du projet, donc ça part de Victorien qui a lancé ce projet-là, qui a contacté le CEA pour la partie technologique qui est à bord. Donc ça a été un projet qui était en deux phases, la partie maritime qui a été fait à Saint-Malo et la partie technologie et intégration dans un bateau qui a été fait à Grenoble. Deux équipes assez différentes, ça devait regrouper une 60aine de personnes. Il y a des gens qui ont travaillé sur les panneaux solaires, il y a des gens qui ont travaillé sur des piles à combustible, on savoir qu'elle a été faite spécialement sur le bateau. Il y a des gens, donc des marins, qui ont développé tout ce qui est partie composite, notamment du bateau. La particularité de ce bateau, c'est qu'il n'a pas été fait de A à Z. C'est un bateau qui a été récupéré. Ça a été notamment Enza. Ce bateau, il a déjà fait plusieurs tours du monde. Donc c'était un bateau de course à l'origine, auquel on a enlevé le gréement. Il a été récupéré, il restait uniquement les deux flotteurs et les bras, ce qu'on appelle les bras de liaison. Donc c'est ce qui relie les flotteurs bâbord et tribord entre eux. Et on avait une ce qu'on appelle nacelle centrale. Donc c'est notre habitat, sur ce bateau. À savoir qu'un catamaran, usuellement, c'est l'habitat est dans les flotteurs et le lieu de vie est la nacelle centrale. Nous, on a tout mis dans la nacelle centrale pour laisser la place au système. Donc le travail du coup d'Energy Observer, il est parti d'une partie, la partie maritime, du coup vers Saint-Malo, et l'autre partie, la partie technologique à Grenoble. Comment tu te retrouves après à venir sur Energy Observer et à naviguer pendant 3-4 ans déjà maintenant? Alors j'ai atterri sur le bateau, pas complètement par hasard. J'ai participé à son élaboration. Donc moi je travaille pour le CEA à Grenoble, fortement intéressé par la continuité du projet, parce qu'à savoir que c'est une chance de pouvoir mettre au point un prototype et puis derrière de continuer à naviguer avec, pas faire forcément un transfert à d'autres personnes. Mais c'est ton bébé un peu. Tu as passé tellement d'heures et tu t'es tellement engagé que ça me paraissait important de le suivre au quotidien,
à savoir que c'est un bateau qui est en perpétuelle évolution. Donc tous les ans, on s'arrête, on modifie des systèmes, on prend les retours d'expérience qu'on a eu dans l'année. Ça marchait pas exactement comme on aurait aimé. Et ben derrière, il y a une grosse phase de travail qui permet d'augmenter les performances du bateau. Et donc c'est là où moi ça m'intéressait. Je voulais aussi voyager, donc ça a bien lié les deux. Mais voilà, j'ai travaillé dans l'équipe qui a participé à la réalisation du bateau. Et derrière, je suis parti en congé sabbatique pour continuer à exploiter le bateau. Il s'avère qu'il y a des systèmes assez spécifiques et qui font partie de mon quotidien dans les dernières années, donc ça me paraissait naturel de pas lâcher le bateau à son balbutiement, mais d'emmener bien jusqu'au bout. Il y a beaucoup de prototypes qui sont faits, mais c'est démonstrateur, on les fait marcher 6 mois, puis après on les met dans une boîte et puis terminé. Si tu veux qu'un projet soit périn, il faut s'en occuper, donc c'est pour ça que je suis sur ce bateau. C'est aussi une grosse aventure humaine, hein. La partie technologie, c'est mon métier, mais il y a aussi l'aventure que tu as à bord, les gens que tu rencontres, par exemple tous les deux. La connaissance de la mer, j'en avais aucune, donc ça m'a permis de me sentir un petit peu marin, et c'est extraordinaire, quoi. Tu t'affrontes à des trucs qui sont plus gros que toi, c'est pas toi qui décides tout le temps comment ça se passe, ça te change de ce que tu peux connaître quand t'es terrien, ou les choses des fois elles sont bien orchestrées et tu t'as du mal à en sortir. Là, quand tu te retrouves au milieu de nulle part et qu'il y a des trucs qui marchent pas et que t'as pas les pièces, et bien falloir que tu trouves une solution pour que ça fonctionne. Voilà, ça c'est bien mon truc, ça. Ok. Donc, voilà. Et t'as le mal de mer? La question, elle me fait sourire parce que mon homonyme qui fait le même boulot que moi, qui l'a fait en tout cas pendant les 3 premières années, lui avait beaucoup le mal de mer. Moi, je leur ai dit que je m'engagerais pas sur le bateau tant que j'ai pas navigué avec, parce que c'était la grande question. C'était pour être malade les 2 tiers du temps, c'est pas terrible. Par contre, Hugo, qui était mon collègue que j'ai remplacé en partie, lui avait beaucoup le mal de mer. On a à peu près tout essayé. T'as plein de systèmes qui existent. T'as des lunettes, t'as des barlettes qui te permettent de rétablir l'horizon. Ça a jamais marché. Donc lui, il a eu beaucoup de mérite parce que c'est pas toujours simple, hein. Et moi ça va. J'ai le mal de terre par contre. Donc ça veut dire que quand t'es resté suffisamment longtemps en mer, quand tu descends à terre, et la terre elle bouge toute seule, alors que tu sais très bien qu'elle est plate. Les immeubles ils ont tendance à pencher, là ça devient inquiétant. La première fois, je suis vite remonté sur le bateau, je suis traversé dans l'autre sens en courant. Et plus ça va, moins ça le fait. Mais c'est une vraie question, hein. Travailler sur un bateau si t'as le mal de mer, ça arrivait des fois où tout le monde était couché, quoi, t'es pas bien, tu peux rien faire, t'attends que ça passe. Ouais, ça va, j'ai cette chance de pas trop mal le vivre. C'est tant mieux, parce que c'est vrai que tu te retrouves en pleine tempête avec le mal de mer à devoir résoudre les petits problèmes du quotidien, on va dire ça comme ça. Ouais. Ça devient un peu plus compliqué. Là, ça devient même très sport. À savoir que dans un bateau, il y a tout qui bouge, donc c'est souvent déjà pas simple. Et si en plus t'es pas bien, là ça devient compliqué. Mais ça se fait, hein, bon, ça se fait. Donc pour revenir maintenant sur Energy Observer et sur ce que vous faites plus particulièrement, est-ce que tu peux nous présenter Energy Observer? Je pense que tu le sauras mieux que moi. Alors Energy Observer, comment on peut le caractériser? Déjà c'est un navire prototype, hein. C'est un bateau qui a vocation à montrer au monde, alors c'est un peu prétentieux, mais à montrer à tous les gens qu'on va croiser en tout cas qu'on peut naviguer avec autre chose que du pétrole. On peut faire le tour du globe sans polluer. Donc on a installé des systèmes basés sur l'énergie renouvelable. Donc, comme je t'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, on va avoir un petit peu de batterie, on va avoir cette fameuse pile à combustible où le carburant finalement c'est ni moins que de l'eau de mer qu'on prend pour récupérer l'hydrogène qui est dedans. Donc ça a l'avantage on vise l'autonomie globale. Donc elle s'est pas fait du jour au lendemain, ce bateau il a fallu tous les ans l'améliorer. Et t'as plusieurs phases. Donc tu peux partir en navigation la journée. Si t'as du soleil, on va se servir de nos panneaux solaires, qui bien entendu alimentent pas directement les moteurs de propulsion électrique, mais transitent par des batteries. La nuit, on va tenir sur ces batteries, donc ce qui va nous permettre de continuer d'avancer. En complément, on va avoir on appelle ça des ailes, parce que c'est un profil d'ailes d'avion, mais qui sont montées à la verticale sur ce bateau. Ça a l'avantage d'être beaucoup plus efficace qu'une voile standard et en plus d'être complètement automatisée. Donc elle se règle toute seule. La seule chose à savoir, c'est qu'on peut pas aller face au vent avec des voiles, mais c'est le seul truc que tu dois savoir.
Et suite à ça, bah, on peut passer des jours et des jours comme ça, la journée au solaire, la nuit avec les batteries. On recharge des batteries avec le solaire un peu le matin. Par contre, bah, il n'y a pas toujours du soleil, il n'y a pas toujours du vent. Donc c'est là où notre pile à combustible, elle rentre, elle prend toute sa place. Donc c'est ce qu'on appelle un stockage à long terme, ce qui permet d'emmagasiner beaucoup d'énergie avec un poids qui est relativement faible. Donc ce qui est intéressant pour du transport, parce que toute la masse embarquée, il faut la déplacer. Donc plus t'as de masse, plus tu vas consommer. Et voilà, ça la réduit. Et donc cette pile va démarrer quand nos batteries sont vides, on n'a plus de soleil, il faut continuer. Donc ça nous a permis notamment de traverser l'océan Atlantique. Ça nous a permis d'aller en Norvège, même jusqu'au Svalbard. Donc, où là, bah, ton soleil, il est beaucoup moins efficace sur tes panneaux solaires parce que beaucoup plus bas. Et l'idée, bah, c'est de naviguer le plus longtemps possible. Donc, dans un bateau, ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu vas vite, plus tu vas consommer. Mais c'est quasiment exponentiel. Hein. Tu doubles ta vitesse, tu fais x4 ou x6 ou x8 sur ta consommation énergétique. Donc, on a un bateau qui va pas très vite. On navigue entre 4 et 8 nœuds en général. Au fil des années, bah, plus ça va, plus on va vite. Et l'idée, c'est de faire de l'endurance. Si tu pars faire un tour du monde et que tu utilises toute ton énergie dans les 3 premières semaines, bah derrière tu fais quoi? Donc on a au début calculé nos différentes étapes pour être sûr d'arriver avec la quantité disponible à bord. Et puis là, plus ça va, bon, bah, on est au niveau de l'équateur, donc le soleil il est bien placé, mais plus on sait qu'on peut aller de plus en plus loin. Et même au pire, bah, si on n'a pas plus d'énergie, il suffit de s'arrêter ou de se laisser dériver. On attend que le soleil recharge nos batteries et on peut redémarrer le cycle de production de l'hydrogène en prenant l'eau de mer, on la dessalinise, on la purifie, on l'envoie dans un électrolyseur qui est alimenté aussi via nos batteries pour séparer la molécule d'eau en deux. Donc l'oxygène, on le relâche à l'atmosphère et l'hydrogène, on le prend, on le comprime et on le stocke dans des bouteilles. Donc là, clairement, t'es venu me voir ce matin. Quand vous êtes arrivé tout à l'heure, les systèmes étaient en train de tourner. Dès que mes batteries sont pleines, je démarre la production d'hydrogène pour refaire le plein du bateau, en fait. Donc j'ai pas besoin de station-service, j'ai pas besoin de navire qui vient nous ravitailler. En fait, j'ai juste besoin de temps et un peu de soleil. Donc ça, c'est quand même assez vertueux et presque un peu magique. L'idée, c'est de le démocratiser, de le faire connaître pour revenir un peu à quel est le but de ce projet-là. Bah, c'est voilà, nous on arrive à naviguer comme ça. Bah maintenant, ça fait plus de 4 ans, donc j'estime que le système fonctionne. Donc bah pourquoi pas continuer à faire d'autres bateaux calés un petit peu sur ce processus-là. Alors pas forcément avec une production d'hydrogène à bord, parce que c'est un système qui est lourd, qui est compliqué, c'est en grande partie pourquoi je suis là, à faire de façon transparente pour l'utilisateur. Mais par contre, pourquoi pas naviguer avec des piles à combustible, un peu de batterie, des panneaux solaires où il y a de la place. Des panneaux solaires, on en voit de plus en plus sur tout ce qui est catamaran, tout ce qui est bateau classe loisir un petit peu, ce qui évite de démarrer les moteurs trop souvent. Et justement, bah, avec de plus en plus de gens s'y intéressent, comme les voitures électriques, bah là on voit qu'en ce moment bah ça explose. Les voitures à piles à combustible, bah il y a Toyota notamment qui a mis la Mirai et qui en vend. L'idée c'est de pouvoir faire son ravitaillement. Donc là il manque encore des stations. Et on veut développer un petit peu le même modèle maritime. L'idée c'est ça. Mais c'est surtout de pas polluer. Alors après on a un slogan sur le bateau qui est l'énergie qui est la plus facile à produire, c'est celle que tu consommes pas. Cette phrase, elle est à la fois, je trouve, très pertinente et un peu simplette. Mais voilà, moi à bord, on essaye d'avoir quand même une consommation maîtrisée. Alors, on a une machine à laver, on a un lave-vaisselle, on vit normalement, quoi. On n'est pas avec une bougie le soir et puis à manger froid parce que tu peux pas faire chauffer tes pâtes. Donc, on vit clairement complètement normalement. Après, on essaye de pas abuser, quoi. Enfin, tu prends ce que t'as besoin et puis tout ce que t'auras pas pris inutilement, et bah j'aurais pas besoin de le produire à bord. Parce qu'un bateau, bah tu produis ton eau douce, si tu veux de l'autonomie, tu peux pas dépenser plus que ce que t'as récupéré dans la journée. Donc ça c'est important à comprendre. Et bah il y a des journées, il y a beaucoup de soleil, et bah du coup on en profite, on fait nos machines à laver, on va faire tu vois, là, ce qu'on mange, ça, on l'a fait cuire plutôt l'après-midi parce que c'est plus simple à réguler ton énergie. T'adaptes un petit peu ton mode de vie. Je sais que j'ai pas mal de collègues qui à terre font tout ce qui est autoconsommation. Ça fait partie des sujets où, par exemple, les panneaux solaires, tu en mets pas énormément. T'as pas de batterie de stockage, mais tout ce que tu produis, tu le consommes. Donc bah oui, tu vas faire tes machines à laver quand t'es au pic d'énergie à 14 heures. Donc ça décale un peu tes habitudes. Et pour moi, il y a rien de forcément très très compliqué. Mais en même temps, bah ça te permet d'être juste dans ce que t'as besoin et au bon moment, quoi. Ouais, totalement.
Et sur le bateau, tu disais qu'il allait entre 4 et 8 nœuds. Cette vitesse-là, est-ce qu'elle est réplicable sur des bateaux, des gros bateaux de fret, etc. Ou l'objectif c'est de le répliquer à petite échelle d'abord pour commencer et ensuite de voir scientifiquement ce qu'il est envisageable. L'idée c'est de faire les choses dans l'ordre. En fait, faut pas aller trop vite, faut pas griller d'étapes. Si tu veux faire trop gros, trop tôt, en général ça marche pas. L'idée c'est de monter en puissance petit à petit, en sachant que nous on a 80 kW de moteur de propulsion dont on sert à peine à la moitié à pleine puissance. Des bateaux de commerce, tu rajoutes 5 ou 6 zéros derrière sur la puissance. Donc, c'est évident qu'un tel système il nécessite c'est beaucoup plus compliqué. Et donc oui, je disais, l'idée c'est de pas partir sur des gros modèles de bateaux. C'est plutôt partir sur des bateaux d'un peu monsieur tout le monde. Et comme tu vas démarrer ton moteur diesel, c'est ta pile qui démarre. On n'a pas parlé des grands avantages, mais pour moi ils ont pas de prix. T'as pas d'odeur, t'as pas de vibration et t'as pas de bruit. Et sur un bateau, c'est juste génial. Quand tu navigues, que t'as aucun truc qui vibre, t'as pas d'odeur de pétrole, tu peux entendre ce qui se passe autour de toi. Ça, c'est peut-être le plus gros progrès qu'il y a dans tout ça. Je sais pas si t'as déjà pris un peu des ferries, des transports à passagers. Nous, on en reprend des fois pour nos changements d'équipage parce que je passe pas toute mon année sur le bateau. On est 2 équipages, donc on a des relèves. Quand tu rentres dans un bateau conventionnel, ça te fait drôlement bizarre. Et surtout, c'est là où tu t'aperçois de la chance que t'as de naviguer comme ça. Donc l'intérêt, il est double, il est pour la planète, mais il est aussi finalement, si tu vas jusqu'au bout des choses, il est aussi pour toi, quoi. T'as vachement y gagné. Donc ouais, je pense que c'est intéressant sur tous ces points-là. Sur ce que vous avez réussi à faire depuis 2017, donc ça fait, vous êtes parti en 2017 de Saint-Malo, j'imagine, pour ensuite faire le tour de France, d'Europe, etc., pour ensuite aller dans les Antilles et vous retrouver maintenant ici au Galapagos, dans le Pacifique. Qu'est-ce que vous avez fait évoluer sur le bateau depuis ces 4 années, qui ont marché, qui n'ont pas marché? Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous donner? Ouais, on est parti sur un modèle où en mer, t'as du soleil et du vent. Donc l'idée c'est déjà de récupérer au moins ces 2 trucs. Le vent, on pensait le récupérer avec une aile de kitesurf de 50 mètres carrés qui était située à la partie avant du bateau. Il s'est avéré que le système était très compliqué à mettre en œuvre. Lancer une voile de 50 mètres carrés sur un catamaran, c'est à réflexion faite, c'était peut-être pas une bonne idée. Et surtout, si tu t'arrêtes souvent, l'aile à chaque fois, il faut la ranger, il faut la relancer. C'est une machinerie qui est ultra compliquée et qui est efficace pour faire une transatlantique. Tu lances ton aile de kite et pendant 3 semaines elle est autonome et là c'est parfait. Pour faire de la navigation de tous les jours, on est passé donc on a supprimé cette voile de kitesurf, sauf qu'on s'est retrouvé un peu avec un trou dans la raquette parce qu'il nous manquait le vent et en mer il y en a de partout. Donc conjointement on a développé avec des PLP ce qu'on appelle des ailes et qui permettent du coup de récupérer le vent, d'être autonome, d'être affalable. Donc ça veut dire que quand on en a pas besoin, elle se range. D'être dans le thème du bateau automatisé, donc il y a pas besoin de savoir vraiment naviguer à la voile pour s'en servir. Donc ça veut dire que c'est transposable aussi à monsieur tout le monde entre guillemets. Donc ouais, ça fait partie des premières évolutions qu'on a eues. Au début, on était parti sur des éoliennes à axe vertical qui se situent sur le bras de liaison arrière du bateau, qui se situaient plutôt. On s'est aperçu dès la première année que le fardage, donc le fardage c'est la résistance au vent du système par rapport à ce que ça va ralentir le bateau, ça fait un espèce de frein et en fait ça freinait plus le bateau que ça rapportait d'énergie. Donc ça c'est pareil, on les a enlevés, on s'est aperçu que c'était pas du tout une bonne idée. Une éolienne elle est bonne en stationnaire, donc ça marche quand t'es au port ou éventuellement quand t'as le vent arrière. Et c'est le seul cas d'application. On aimerait bien en remettre parce qu'on les aimait bien, mais beaucoup plus petites et adaptées. Une éolienne a une plage de fonctionnement qui est souvent assez précise. S'il y a pas assez de vent, elle va pas fonctionner. S'il y a trop de vent, elle s'arrête ou faut la bloquer. L'idée, c'est d'avoir une éolienne variable. Ça existe déjà, qui, s'il y a 50 nœuds de vent, elle va réduire un peu ses pales, mais en même temps, elle va continuer à fonctionner. Parce que, en mer, le vent, il change tout le temps, et de direction, et de force, et c'était difficile de s'en servir. Et oui, on va en remettre parce que ça te fait... Dans le bateau, on prend des petits bouts de tout ce qu'on peut prendre, et en fait, tous ces petits bouts mis bout à bout, ça te fait pas mal. Et c'est comme ça qu'on a fait évoluer le bateau. Donc au début, on est parti, on avait 100 mètres carrés de panneaux solaires, là on en a plus de 200.
Donc à chaque fois, on a rajouté des petits morceaux au fil des années. On a développé des panneaux ces panneaux qui est fabricant, hein, bien évidemment, mais qui n'ont pas des tailles standards et usuelles qu'on peut trouver sur le marché, ce qui nous a permis de rajouter sur les flotteurs, ce qui nous a permis d'en rajouter sur la timonerie. Donc la timonerie, c'est là où on conduit le bateau, c'est la plateforme supérieure. Et là aussi où il y a tout ce qui est appareil de navigation, les radars, les feux, les antennes satellites. En principale évolution, on a aussi changé de pile à combustible. Donc on est parti sur une pile à combustible qui faisait 22 kW. Là, on en a une qui est beaucoup plus grosse et surtout qui est une génération qui est beaucoup plus intéressante. Donc dans tout ce qui est énergie, un peu le nerf de la guerre, c'est ce qu'on appelle le rendement. C'est un rendement par exemple de 50%. Ça veut dire que si j'investis 100 kW au départ, ça va m'en restituer 50. Donc j'en perds la moitié en chaleur, ça peut être en différentes choses. Un moteur diesel, par exemple, c'est 35-40% de rendement. Ça veut dire que je perds plus d'énergie que je vais en récupérer, notamment sous forme thermique et mécanique aussi à l'intérieur. Et donc une pile à combustible, on arrive à des rendements qui sont entre 50 et 60%, donc ça devient vraiment intéressant. Donc ça, c'est vraiment le nerf de la guerre des développements des énergies renouvelables. On va regarder, essayer d'avoir des matériaux assez performants. Ce que moi j'ai habitude de dire, c'est que dans le mot renouvelable, il faut que ça renouvelable, c'est pas que le rendement, c'est pas qu'un super système, c'est aussi un système derrière. Qu'est-ce que tu vas en faire pour le recycler, combien de temps ça va durer, combien d'énergie ça t'a coûté à la base pour le fabriquer. Parce que même si ça te récupère même pas à minima ce que ça t'a coûté pour le faire, pour moi ça n'a pas de sens. Donc là on est sur un navire prototype. Les panneaux solaires, on n'a pas les panneaux solaires d'origine parce qu'on a eu des soucis dans la fabrication des premiers. On les a mis en forme de façon non usuelle. Il y en a qui sont décollés. Donc, mais c'est comme ça que t'apprends. Hein. Clairement, le but de ce bateau, c'est d'apprendre et de savoir jusqu'où on peut aller et de savoir combien de temps ça prendra. La première année, on faisait des petites escales. Là, maintenant, à la limite, on n'a plus trop besoin de regarder avant d'y aller, quoi. Si l'état de la mer, quand même, c'est pour ça qu'on arrive jusqu'à là. Après, un bateau, c'est... là, je sors un petit peu du contexte d'Energy Observer, mais c'est une équipe, c'est vraiment une équipe soudée. Tu dois te faire confiance. Si le capitaine, il dit un truc, tu le fais, parce qu'il a l'expérience. Si moi, par contre, je dis au capitaine, là, faut pas faire parce qu'on a plus assez d'énergie, il le fera pas non plus. Donc, c'est un des points aussi qui est vachement l'aventure humaine qu'il y a sur ce bateau. On a des reporters, tu prends toutes ces petites briques là et si elles sont bien soudées, tu peux avancer. Ouais. Tu penses que c'est ça le facteur clé de cette épopée aussi? Ouais, t'as beaucoup d'engagement. Hein. Il faut être un peu fou, mais pas complètement barjot parce que tu vas pas très loin. Donc ça veut dire un peu fou dans le sens où vous êtes lancé sur une aventure où la pile à combustible au début elle marchait pas à 100% du temps. Il a fallu des ajustements. Des fois tu te retrouves, t'es un peu seul. Et puis au fur et à mesure tu prends de l'expérience, tu sais jusqu'où tu peux aller avec ton bateau. C'est pareil, la hauteur de houle que tu peux passer, l'état de la mer que tu peux subir sans avoir de risque d'abîmer et de détériorer le bateau. Donc ouais, il faut un petit peu de folie pour se lancer. Et puis après, il faut vraiment écouter. Hein. C'est un bateau, ça travaille. Les systèmes, c'est pareil. Et puis avec le temps, tu prends confiance, tu vas de plus en plus loin, plus vite, un petit peu tous les jours. Alors l'idée de la vitesse, je pense pas qu'on ira au-dessus des dinos de navigation en vitesse moyenne, mais parce que je pense que c'est suffisant. Hein. Tout ce qui est fret, ils ont tous ralenti leur vitesse moyenne. Hein. Donc, je discutais avec pas mal de marins qui ont de l'expérience où au début c'était 18-20 nœuds et puis ils sont aperçus qu'en pétrole ça allait coûter énormément. Finalement on mettrait une semaine de plus pour faire la traversée et ça nous coûterait X millions de dollars en moins de pétrole. Ah oui, c'est intéressant. Donc tout le monde a tendance un peu à faire les choses moins vite parce qu'elles sont forcément moins coûteuses en énergie. Donc ouais, je pense qu'arriver à naviguer entre 8 et 10 nœuds c'est largement suffisant pour tout le monde. On a un bateau qui à la base faisait 13 tonnes, il en fait 35. Tu peux pas attendre un multi 50 typé pour la course d'aller aussi vite que lui, ça n'a pas de sens. Donc on grappille petit à petit, ça avance. Okay. Après t'as des systèmes de recyclage à l'intérieur, tu vois par exemple l'eau de la douche, elle est refiltrée, elle passe dans une résine qui la purifie, on a un stockage intermédiaire et c'est ce qui permet de tirer la chasse d'eau des toilettes. Du coup, en fait, ça te permet de recycler aussi en interne de l'eau. Il y a plein de petits trucs que tu mets au point comme ça au fur et à mesure. Tout ça a été fait au fur et à mesure pour essayer d'avoir un cercle vertueux de tous les
composantes que vous ajoutez au bateau? L'idée, c'est ça, ouais. C'était de monter en capacité d'emport, en nombre de personnes aussi. Parce que j'étais persuadé jusqu'à ce qu'on vraiment le mesure partout, que c'était la propulsion électrique qui consommait le plus sur un bateau. Bon, maintenant qu'on a des voiles, ça l'allège beaucoup. Mais on a fait 2 mois à 11 sur le bateau dans les Bahamas. Et le principal consommateur, c'était pas le bateau, quoi. C'est les gens qui sont dedans. Entre faut préparer la nourriture, l'eau pour prendre sa douche. C'est colossal. Tu t'aperçois que c'est un poste qui est vachement important. D'où la demande qui est faite aussi aux gens qui embarquent de prendre ce qu'ils ont besoin mais pas abuser. Et ouais, il a fallu l'eau, si je peux en produire 2 fois moins parce que genre si une partie je prends, ça nécessite un peu de mise au point au début. On fait quasiment des fois on fait 600-700 litres d'eau par jour quand tu fais des machines à laver, quand tu nettoies le pont du bateau, parce que un bateau à la base déjà c'est quelque chose qui est toujours quand tu montes dedans qui est clean, quoi, c'est dans les mœurs, on va dire. Et d'autant plus celui-là parce que tes panneaux solaires, si tu veux rajouter des pellicules par-dessus, et du coup ils vont récupérer moins de soleil, donc c'est intéressant aussi qu'il reste avec un état de surface propre. Tu pourrais le nettoyer avec de l'eau de la mer, mais le problème c'est que le sel va se déposer en séchant. Donc du coup c'est pareil, tu remets une pellicule, donc tu fais plutôt à l'eau douce. Qu'est-ce qu'on a optimisé pour éviter de trop consommer? La récupération de chaleur de la pile à combustible, ça c'est un truc dont j'ai pas parlé tout à l'heure. Une pile à combustible, elle a un rendement de 50%, mais sur ces 50%, en fait, il y a la moitié qui est en chaleur et il y a la moitié qui est en électrique. Donc la moitié de la chaleur, soit tu la perds en ayant des échangeurs et puis en te servant de la mer pour refroidir ton système, soit tu la récupères, et ce qu'on a mis au point sur le bateau, pour faire de l'eau chaude sanitaire, pour faire le chauffage du bateau. Alors j'avoue, ici, on n'a pas trop besoin. Mais quand tu vas en Norvège, t'es bien content de prendre une douche chaude et de pouvoir chauffer le bateau, en fait. Et sachant que là, à la base, c'était une perte que t'as revalorisée. Donc c'est là où ça a tout son intérêt. Et dans un navire comme ça, mais comme dans l'énergie renouvelable en règle générale, en fait, tout ce que tu perds mais que tu peux transformer en bonus, faut le faire. Sur les déchets, parce que quand on pense navigation, quand on pense à la mer, etc., on voit toujours les déchets plastiques, tous les déchets en général, ce que vous pouvez également faire sur le bateau. Comment ça se passe sur ce sujet-là? Alors les déchets, ça c'est un vaste programme. Déjà je pense que la première chose c'est un bateau qui est fait en fibre de verre, en carbone, en Kevlar. Donc c'est des matériaux composites, c'est une industrie qui est extrêmement polluante. Donc je pense que la première idée déjà ça a été de récupérer un bateau plutôt que d'en faire un autre. Ça c'était le premier truc. Deuxièmement, tout ce qui est vie à bord. Alors quand on achète en vrac. Tu trouves pas ça de partout, donc en fait dans l'allée centrale du bateau on a des trappes, on ouvre et on a plein de pots, et du coup on fait que du vrac, on fait les gros avitaillements, et derrière ça t'évite déjà de servir du plastique pour rien, de stocker du plastique aussi à bord, parce que du coup au fur et à mesure des jours t'as tes poubelles qui augmentent. Tout ce qui est compostable, ça c'est quand t'es pas au port ou au mouillage comme maintenant, tu le remets à la mer, donc ça c'est bien. Au niveau eau potable, ça c'est vraiment un point qui est compliqué sur un bateau. Ton eau potable, t'as pas 50 solutions, c'est que tu vas acheter des bouteilles en plastique dans un supermarché. Donc ça c'est pas la bonne solution. Du coup nous on la produit à bord, et puis on a des bidons là, on a des gros bidons de 30 litres que je remplis tous les 2-3 jours parce que tu peux pas la stocker longtemps. Donc toute l'eau qu'on boit sur le bateau, en fait on la produit nous-mêmes, donc ce qui évite toutes les bouteilles plastiques. Après le plastique, je pense que ça peut être aussi durable. Si t'achètes par exemple les contenants qu'on a là, ça fait 4 ans qu'on a ces bidons de 20 litres en plastique. Si le plastique tu t'en sers mais pas pour juste comme un emballage et tu le jettes derrière, je pense que c'est bien aussi, quoi. Je vois pas dans quoi je pourrais mettre l'eau autre chose que ça. Alors, dans le verre, il y a des chocs. Là j'ai essayé, ça casse, c'est très lourd. Ça c'est facile à nettoyer, donc ouais, je pense que comme le conditionnement de ce que t'achètes est important. Si tu peux éviter tout ce qui est bouteilles en plastique, on sait qu'il y a énormément d'endroits où on va. Nous on fait le tri sur le bateau, tri sélectif, mais quand t'arrives t'as qu'une seule poubelle, t'as pas le choix, quoi. Tu peux pas trimballer tes déchets et tes vies éternables. Mais grosso modo en déchets non recyclables, en général on a une poubelle qui doit faire 30 litres tous les 15 jours. Sachant que t'es 8 à bord quand même, donc ça va vite. Donc t'essayes de réduire où tu peux, quoi. T'achètes plutôt on achète des gros conditionnements, des familles nombreuses au final à 8, quand tu réfléchis bien, donc c'est des grosses briques de jus de fruits, je sais pas, moi c'est
Le verre est bien aussi, mais c'est lourd à embarquer. Mais voilà un peu sur le recyclage ce que je peux en dire, ce qu'on fait sur le bateau. Peut-être le moins recyclable, c'est les panneaux solaires. Ça c'est voilà, dans toute maturité d'une technologie, t'as les balbutiements. C'est là à l'heure actuelle, on sait très bien qu'elle est propre parce que tu t'as pas de rejet sur l'utilisation. Par contre, sur la fin de vie, là c'est clairement problématique. Va falloir travailler dessus. On en parlait un petit peu tout à l'heure en off, mais clairement les voitures au début elles étaient pas très recyclables. Maintenant, comme il est conçoable dès le départ pour qu'on puisse le faire, elles ont un taux de recyclabilité qui est assez important. Là, va falloir le faire. Alors, par contre, si le côté où je suis assez fier, c'est tout ce qui est pile à combustible. La pile à combustible, c'est un taux de recyclage c'est énorme, et surtout ça va très vite. Et sans changer tout le système, tu peux changer vraiment que le stack, la partie active, et en un quart d'heure, c'est comme si tu repartais avec un moteur qui était neuf, en sachant qu'il y a tous les matériaux qui sont assez facilement récupérables. Puis la combustible, t'as du platine dedans. Platine, c'est un matériau rare. Faut savoir que vu ce qu'on met dans les catalyseurs de voiture, on pourrait faire un paquet de piles à combustible. Et l'idée c'est d'en mettre le moins possible, c'est les efforts qui sont faits là sur la R&D notamment depuis quelques années, et puis de mettre des matériaux qu'on peut récupérer. Les batteries c'est pareil, si c'est bien réfléchi à l'assemblage, derrière on peut arriver à recycler une bonne partie. Par contre si c'est un gros bloc qui est scellé dans du béton entre guillemets, là t'en fais rien quoi, c'est dans les décharges c'est pas terrible. Donc ouais, l'idée c'est d'utiliser aussi des matériaux que sur le long terme on pourra recycler. Le point noir du bateau, c'est un peu les panneaux solaires. Après les panneaux solaires, moi je pense que c'est une bonne idée quand t'es en milieu isolé, une île, un bateau, un chalet en montagne qui est au milieu des montagnes, parce que oui ça va pas être recyclable à la fin. Par contre pendant 20, 30, 25 ans ça fournit énormément d'énergie que t'aurais dû faire avec un groupe électrogène. Après faire de la production de masse avec du solaire, je suis pas sûr que ça soit le bon modèle à l'heure actuelle, de par le fait qu'on n'arrive pas à les recycler, que ça soit une industrie polluante pour la fabrication. Les batteries, on sait très bien que les matériaux disponibles sur Terre à l'heure actuelle, on en aura pas assez pour tout le monde. Donc il y a deux options, soit on fait comme maintenant, on en met partout, et puis dans 20-30 ans on va dire mince on n'a plus rien. Soit tu freines un peu et tu en mets, dans n'importe quel couplage de système énergétique, t'en as besoin pour notamment ce qu'on appelle les appels de puissance, quand j'ai besoin de prendre énormément d'énergie d'un seul coup. Donc l'idée, et c'est ce qu'il y a dans le bateau, c'est de mettre juste ce que t'as besoin, et de complémenter par notamment la pile à combustible ou d'autres systèmes, ce qui permettra déjà d'avoir des batteries pour plus longtemps et peut-être pour plus de monde, et pas s'en servir comme stockage de masse qu'on fait à l'heure actuelle dans les voitures. Alors c'est bien parce qu'il faut les développer ces systèmes. Tu peux pas être parfait du premier coup, ça serait beaucoup trop simple. Après il faut arriver à l'orienter dans le bon sens et pas reproduire les erreurs du passé. Nous, notre génération, moi je suis 85, on a payé pleinement quoi, à se retrouver. On a fabriqué plein de choses, mais on a tout mélangé. Du coup, on peut rien récupérer, c'est un peu dommage. Donc moi, il y a un axe qui me paraît important, c'est je fais mon projet, c'est une chose, je fais mon application, mais derrière, comment je récupère tout ça. Est-ce que tu peux me parler maintenant un peu de l'hydrogène et des différentes types d'hydrogène qui existent? L'hydrogène, c'est pas d'aujourd'hui. Les premières piles à combustible, c'est mission Apollo par les Américains pour la conquête de la Lune. Ils s'en servaient parce qu'elle fait un petit peu d'eau, elle te fait de l'électricité et de la chaleur, tout ce qu'ils avaient besoin. Donc, c'était parfait. La durée de vie, elle durait 20-25 heures et puis après elle était morte. Nous, on veut rentrer sur des cycles qu'on appelle cycle automobile. Donc c'est comme un kilométrage de voiture. On sait qu'une pile à combustible, pour qu'elle devienne intéressante, faut qu'elle dure au moins 5000 heures. Et c'est les seuils à atteindre, je dirais. Et à l'heure actuelle, c'est clairement le cas. Donc ça veut dire que tu deviens compétitif par rapport à une voiture à une propulsion standard. Donc après, il n'y a plus qu'une question d'équilibre des coûts de l'essence ou de l'hydrogène. On arrive à un moment où le prix de l'hydrogène est à peu près le même que l'essence. Du coup, c'est pour ça que ça démarre aussi. Toute cette cinétique-là, elle est pas que pour préserver la planète, et surtout parce que ça permet de financer certaines choses. L'hydrogène, tu as plusieurs façons de le fabriquer. Tu entends notamment souvent l'hydrogène gris ou l'hydrogène vert. L'hydrogène gris, il est fait à partir du méthane, du gaz naturel que tu extrais, et qui est fait par réformage. Donc là, par contre, le grand inconvénient, c'est que tu as beaucoup de rejets de CO2 et t'es pas équilibre, je dirais, nul. Et l'autre voie, c'est par électrolyse de l'eau. L'électrolyse de l'eau, à l'heure actuelle, elle est un petit peu plus onéreuse. Par contre, elle a le mérite de rien détruire et de rien modifier, surtout, on va dire.
Parce que finalement, moi, l'hydrogène, une fois qu'il est passé dans ma pile, bah, je refais de l'eau. Alors, les proportions sont peut-être pas identiques. J'ai effectivement enlevé un peu d'eau de la mer et je l'ai enlevé son sel. Donc, si tu fais le truc un peu plus à long terme et que tout le monde fait ça, parce qu'on va se retrouver avec pas une mer qui est trop salée parce qu'on a pris l'eau mais on a remis le sel. Bah, on a un peu de marge, je pense. Mais donc l'idée c'est d'alimenter si t'as des systèmes green derrière, il faut aussi que la production en amont elle soit verte aussi. Ce que tu peux utiliser dans le terrestre, c'est le même, hein, l'hydrogène, c'est de l'hydrogène, c'est juste la façon de le produire. À l'heure actuelle, t'as deux grands trucs, t'as les pétroliers qui vont le faire plutôt en green parce qu'ils ont déjà les forages. T'as les pétroliers qui vont le faire plutôt en gris parce qu'ils ont déjà les forages et que c'est intéressant pour eux. Et tu vas avoir l'électrolyse de l'eau qui peut être fait, donc il faut beaucoup d'énergie à la base pour faire cette électrolyse, mais tu peux la prendre avec un peu de solaire, tu peux la prendre avec de l'éolien, tu peux la prendre avec plein de systèmes alternatifs, des barrages, ce que tu veux. Donc ça te permet derrière de faire de l'hydrogène et sans vraiment polluer, quoi. Ça c'est le côté qui est intéressant. Alors nous, à bord du bateau, c'est un petit peu spécifique. Parce que c'est comme si dans ta voiture, derrière, tu avais une remorque avec la raffinerie et le puits de pétrole. Donc ça fait beaucoup de choses à embarquer. Donc nous, ce bateau, on l'a fait comme ça, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun endroit dans le monde où on pouvait refaire un remplissage d'hydrogène comme tu ferais un plein d'une voiture ou d'un bateau. Mais l'idée, c'est d'avoir aussi ces raffineries qui sont à terre, mais pas, par contre, t'es pas obligé de la mettre sur le puits de pétrole. À partir du moment où t'as de l'eau, tu peux faire ton hydrogène. Donc c'est intéressant parce que tu peux le mettre à peu près de partout. Et derrière, comme un bateau standard, on irait faire le plein d'hydrogène dans un port. Parce que les systèmes embarqués pour le produire, déjà, ça représente du poids. Ils servent très peu souvent parce qu'il y a que quand on est à l'arrêt qu'on a besoin de refaire le plein. Donc quand tu navigues, tu transportes ce poids pour rien. Nous, c'est le moyen qu'on a trouvé pour être autonome. Et l'idée, à long terme, si tu veux développer ça pour plus de personnes, c'est que tu fais ton plein d'hydrogène aussi vite que tu le fais d'essence, si ce n'est plus. Et d'avoir ces fameuses productions qui sont plutôt à terre. Okay. Mais bon, comme t'as de l'eau à peu près de partout sur le globe, ça me paraît pas très compliqué. C'est souvent un sujet un peu touchy. On parle beaucoup d'hydrogène en ce moment et on nommait beaucoup la provenance de l'hydrogène et du coup l'hydrogène green plutôt que gris est quand même plus et pour en tout cas et le futur pour pas mal d'industries. Est-ce que tu as des conseils à donner sur la façon de mieux comprendre l'écologie sur ces sujets-là, partie un peu plus énergétique par rapport à toutes tes études, par rapport à tout ce que tu as pu faire et ce que tu apprends au quotidien ici sur Energy Observer que tu pourrais partager aux auditeurs? J'ai quelques idées, ouais. Déjà, de consommer comme on le fait sur le bateau, juste ce qu'on a besoin. C'est vraiment bête à dire et ça paraît même un peu lourd. Mais en fait, pour l'avoir mesuré sur le bateau, on se retrouve vite avec 20-25% d'énergie récupérée ou du moins pas dépensée. Donc c'est là, ça fait du bien à tout le monde, hein, parce que si tout le monde récupère là-dessus, en fait, c'est vite un impact qui est assez fort sur la vie. Moi, je veux pas promouvoir des retours en arrière sur la vie où tu te dis, je me prive de ça, je veux pas faire ça. Du coup, l'avion ça pollue, je le prends pas. Juste en fait le continuer à vivre de façon suffisante, mais sans exagérer. Et puis si la vitesse, on fait tout très vite. Ouais, le but c'est d'aller moins vite en fait, faire les choses moins vite. On est dans un siècle où tout va de plus en plus vite, on prend plus le temps de faire les choses. Ça a deux conséquences. La première, c'est qu'on n'en profite plus, on prend pas la mesure de ce que c'est. Et ça, moi, je l'ai redécouvert à bord du bateau. Voilà, t'as des journées, tu navigues, t'as le temps. Puis tu t'aperçois surtout qu'au bilan de la fin de la journée, l'énergie que t'as pas dépensée pour aller ne serait-ce que quelques kilomètres heure plus vite. Ça c'est vrai en bateau, c'est vrai en voiture. Si t'as besoin de faire 800 mètres, fais-le à pied. Ça t'évitera d'aller à la salle de sport et puis de cramer du gasoil dans ta voiture pour aller faire tes courses. Enfin, il y a des trucs. Je suis un peu grenoblois et ça fonctionne bien comme ça, mais ouais, on revient un peu aux bases de ce que faisaient nos anciens. Moi, on appelle ça un peu un siècle de progrès, mais je trouve que en fait, on refait ce que faisaient nos anciens il y a 80 ans en arrière. Tu fais ton potager, t'es en circuit court, tu sais ce que tu manges. C'est faire des choses simples. En fait, je pense que voilà, la simplicité, ça fait partie des choses qu'on a peut-être un peu oubliées, mais qui arrangeraient beaucoup tout le monde. Le petit commentaire que je pourrais faire là-dessus. C'est des bons conseils. On est assez d'accord là-dessus. Revenir, on va dire entre guillemets en arrière, c'est pas non plus un
revenir en arrière, et c'est pas forcément une régression. Voilà, merci. Ça fait aussi une preuve d'intelligence de dire, finalement, ce qu'ils faisaient il y a 60 ans, ils étaient peut-être pas si mauvais que ça, les anciens. Attends, on va refaire comme eux. Et c'est ce qu'on fait. Il y a des exemples, on a plein. Ben, c'est bien vrai. Sur avant de terminer sur le Covid et sur la façon dont ça vous a impacté vous de votre côté, c'est quoi vos prochaines étapes? Et là, c'est interrogation la plus totale. Là où à la base, on n'aurait jamais dû se rencontrer, du moins pas ici, parce qu'on aurait dû être au Japon pour les JO, qui ont été décalés. Donc, on a toujours en tête d'y aller. Après, vu la conjoncture, et je pense que le Japon va certainement fermer vraiment ses portes pour les JO, donc on pourra peut-être plus y aller. Donc, va falloir rebondir. On avait prévu un pit stop assez rapide aux États-Unis. On va peut-être prendre plus le temps. Il y a le golfe du Mexique, il y a des choses à faire. Si on a le droit de rentrer aux États-Unis, donc en fait, on est un peu au jour le jour. À la base, le projet, il est construit, on sait où on va, on a des dates d'arrivée, on a des visites. Parce que le but, c'est aussi de faire partager le projet, c'est même vraiment l'un des buts premiers. Et on reconstruit au fur et à mesure des éléments. Déjà, on va essayer de faire la prochaine relève. Et voilà, objectif Japon, c'est pas sûr du tout. Japon, du coup, en quelle date exactement? Et dans 2 mois, à peu près un peu moins de 2 mois. Ouais. Ok. 1 mois et demi. Il y a 7 semaines, donc on devrait remonter aux États-Unis, Hawaï, Tokyo. Donc ça fait 1 mois et demi de navigation, plus les arrêts techniques. Donc 2 mois. Ok, parfait. Je te propose que ça soit le mot de la fin. Si on souhaite suivre les aventures d'Energy Observer, comment est-ce qu'on peut le faire? Comment est-ce que les auditeurs pourraient le faire? Tout simplement, donc on a des vidéos, on poste pas mal de vidéos sur YouTube, Instagram, on a un site aussi energyobserver.org qui est intéressant parce que ça permet de retracer à la fois les endroits où on est allé, les gens qu'on a rencontrés. On fait beaucoup de petits tournages sur des solutions intelligentes ou des solutions énergie renouvelables. On a aussi tout ce qui est un peu fiche de navigation, donc moi c'est bien, je sais combien consomme le bateau et tout ça, mais c'était pour le partager aussi. On a été pour avoir des ordres de grandeur, tout simplement, parce que les énergies, c'est pas forcément des valeurs faciles à mesurer ou à comprendre. Donc on va dire la vitesse où on est allé, en moyenne, le nombre de personnes, combien on a dépensé. Ça peut être aussi intéressant, un peu les conditions. Donc ça remonte, on peut remonter l'Odyssée jusqu'à ses débuts. Il y a vraiment des beaux endroits, il y a plein d'idées intéressantes à prendre aussi sur les gens qu'on a rencontrés. Donc ça serait super sympa de nous suivre, tout simplement. Je vous conseille du coup de suivre Energy Observer, d'autant plus avec les personnes incroyables qui sont à bord. Merci encore Julien pour ton temps aujourd'hui. Et puis merci à vous d'être venu en fait, tout simplement. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu l'as aimé. Comme tu le sais, l'objectif de Demain est durable est que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions qui existent, tout comme avoir des clés pour agir à son échelle. Si tu veux m'aider à faire connaître Demain est durable et me soutenir dans cet objectif, tu peux laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui permet à Demain est durable d'être visible du plus grand nombre et ainsi d'accélérer le changement. À très vite.